Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui ce qui sera probablement une de mes dernières interventions sur les réseaux sociaux. Je vais me consacrer davantage à l'écriture, à la lecture, à la musique, à la réflexion personnelle. Et puis j'espère avoir apporté modestement une petite pierre à la réflexion. J'ai passé les 3/4 de mon existence, à mon âge ça fait beaucoup, à essayer de résoudre une énigme. Vous allez tout comprendre. Mais avant tout, que cela soit clair, je n'ai aucune prétention ni de donner des leçons, ni de vouloir paraître intelligent. Mais une chose est certaine, l'exil m'a fait prendre un recul qui me permet d'appréhender une problématique sur laquelle j'avais le nez collé. Dois-je me taire? Dois-je parler? Dois-je n'entrer en relation qu'avec un petit groupe? Dois-je ouvrir un débat qui peut m'échapper? Mais tout ceci n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de parvenir à ce retour sur la terre-mère et retrouver la source cristalline de la mémoire. Évidemment, et cela ne concerne pas juste ma modeste personne, j'aurai des moments de doute, de désenchantement, de colère qui m'ont parfois fait renoncer à continuer ma route. Mais aujourd'hui, membre honoraire du club des septuagénaires, je n'attends aucune faveur, ni prébende, que je n'ai d'ailleurs jamais attendue. Et je me dis qu'il est temps de remonter ma pendule. Alors, ce que je dis, ce que j'écris, tout le monde pourrait le faire. Je n'invente rien qui soit déjà connu. Mais la nouveauté est que je n'en suis plus effrayé. C'est comme si j'avais traversé beaucoup d'épreuves. Oui, j'ai connu des joies, des déceptions, mais j'entrevois plus lucidement aujourd'hui où se situe le blocage qui paralyse beaucoup de gens. Quel sens faut-il donner à tous ces événements? Ces coups de force présentés comme des sursauts révolutionnaires, alors qu'il ne s'agissait que de sauts de puce sur des écrans de fumée. Quel sens donner à ces envolées lyriques de chantres qui confondent clés de sol et clés anglaises au point, aujourd'hui, de vouloir nous faire ingurgiter de force la langue de Shakespeare? Quel sens donner à ce volontariat volontariste obligatoire? Quel sens donner à ces parodies de vie démocratique en organisant des élections déjà closes? Quel sens donner à cette mascarade qui mettait en scène un moribond? Quel sens donner à cette volonté de faire entrer dans un moule étroit tout le génie d'un peuple résigné à accepter de jouer un rôle qu'il n'a jamais appris? Quel sens donner à cette débauche de mots insultants qui inondent des réseaux sociaux qui n'ont rien à envier aux radios et aux télés poubelles? Cette série d'interrogations sur le sens peut-elle nous permettre d'envisager que notre destin n'est pas dans un fatalisme qui a montré ses limites? Plantons le décor. Comment un pays comme l'Algérie, terre convoitée de grandes civilisations, aux richesses impressionnantes, grenier de Rome,
traversé par des cultures vivantes, légataire d'une histoire plurimillénaire, patrie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage culturel, économique, social, politique, qui a englouti des âmes qui périssent encore de nos jours dans les fonds obscurs de la Méditerranée. Mais pour cette fois, je n'incriminerai pas le régime qui aurait ourdi un vaste complot. Je n'incriminerai pas non plus la société qui prend son mal en patience en prenant rien de moins Dieu à témoin. C'est beaucoup plus complexe. Et ce mot sera notre fil conducteur. Pendant la colonisation française, et peut-être même avant, nous nous sommes convaincus que nous ne pouvions rien faire pour nous libérer. Une force intérieure nous a bloqués. Nous l'avons totalement intégrée et elle nous persuade toujours que nous sommes face à un mur infranchissable. Il ne nous vient même pas à l'esprit que nous pourrions simplement le contourner et dérouler le fil de notre vie. Comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, nous n'avons qu'un souhait qui nous paralyse de peur. Et nous espérons jusqu'à nous convaincre que nous irons au paradis, ce que les islamistes se sont efforcés de développer dans un inconscient collectif. Après avoir vécu dans la peur du garde champêtre et puis de la sécurité militaire, nous nous sommes conditionnés pour craindre l'au-delà, sans tenir compte du pouvoir que nous avons sur nous. La peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire qui, paradoxalement, nous rassure, car nous le connaissons. Nous ne vivons plus que dans l'attente de l'éternité, en entretenant un faux espoir. Nous nous disons les uns les autres et surtout à nous-mêmes qu'il est inutile de voter, de se conduire de manière citoyenne, de balayer ailleurs que devant notre porte. Nous nous disons que, de toute façon, il n'y a rien à faire, car tout est impossible, tout est inaccessible. Si nous ne pouvons lutter contre cet inconscient qui nous fige, il faut alors en faire un allié. Le régime algérien, il ne sait même pas lui-même, est esclave de cet inconscient. Il a projeté une image floue de notre devenir, image que les groupes islamistes ont récupérée en croyant que le salut dépendait de cette illusion. Ainsi, la main de l'étranger a été agitée. Le juif, en dépit de sa berbérité, a été relégué au rôle du méchant. Le Maroc, dès l'indépendance, a été combattu, les armes à la main. La Kabylie a été condamnée pour, entre autres prétextes fallacieux, une prétendue proximité avec les Pères blancs. Les Mozabites, disqualifiés, étaient désignés sous le vocable méprisant de Moutchou. Et, mystère incompréhensible, les musulmans se sont entretués. Non, ne me dites pas que ces assassins n'étaient pas des musulmans. Il faut aussi parler des communistes, pour chasser comme des brebis galeuses, pendant que le régime, dans un pathétique paradoxe, rejetait les offres de Washington et se tournait vers Moscou en proclamant un non-alignement d'opérette. On le voit sans peine, le régime algérien, constitué d'apparatchiks sans envergure d'État, s'est piégé lui-même et a piégé
toute la société qui n'a pas appris à développer son esprit créatif et a préféré se tourner vers une foi fragile, faite de rites mécaniques, de rituels ostentatoires, rythmés par des décibels hypnotiques. Cette foi faisait croire à une majorité mineure qu'elle avait atteint la perfection, que l'Algérien, pas l'Algérienne, était parfait. Et en étant parfait, il méritait le paradis, sans avoir besoin de vivre en dehors de la foi. Je ne me permettrai jamais de demander, d'exiger, d'imposer que l'on renonce ou que l'on renie sa foi. Qui suis-je pour oser penser cela ? Si cette foi est pure, si elle contribue à aimer son pays, ses voisins, son travail, si elle n'est pas un obstacle à un véritable épanouissement, alors il faut la préserver. Je n'ai rien contre la foi, mais on ne peut avoir une foi sélective, une foi qui se replie sur elle-même et qui refuse à d'autres religions le droit d'exister. Ce modèle correspond à 100% à celui défini par le régime qui a formaté les esprits dans un système fermé, une pensée unique. Pardon, la croyance unique. N'aimer que Allah peut éventuellement empêcher d'aimer son pays, son voisin, les êtres humains. Aimer va au-delà de respecter. Aimer, c'est accepter l'autre quel qu'il soit. Homme, femme, enfant, étranger, croyant, athée, juif, chrétien, bouddhiste, quelle que soit la couleur de sa peau, sa fortune, ses capacités intellectuelles, ses opinions politiques. Aimer, c'est développer son esprit critique sans craindre d'être critiqué. C'est penser avec son cœur et sa raison. C'est un binôme indissociable que certaines croient incompatible. Toujours la croyance. Ce débat, ce conflit, né il y a plusieurs siècles, ressurgit périodiquement pour s'imposer en s'enveloppant dans le burnous du sacré que le régime a cru pouvoir utiliser impunément à son seul profit en faisant un transfert, un copier-coller sur l'ensemble de la société. Tout le monde l'aura compris. Je n'accuse ni ne dédouane personne. Je ne fais que constater ce qui me paraît aujourd'hui évident. Une erreur a été commise il y a cela assez longtemps pour qu'elle soit intégrée comme une partie innée de la société qui accepte comme une fatalité de n'être que ce qu'elle est, sans pouvoir renaître. Et il ne s'agit plus de projet politique. Il n'y a plus de perspective qui permettrait de se projeter dans un futur à construire. Il ne s'agit plus d'un sursaut de la société qui poursuit un rêve éveillé, sans se rendre compte qu'il s'est métamorphosé en cauchemar. Sortir de ce rêve est un pari risqué. Et peu de personnes ont osé franchir l'orée d'une forêt mystérieuse où se cacherait un grand méchant loup. Cependant, ce loup existe vraiment. Est-ce qu'il faut le laisser nous manger ? Est-ce qu'il faut l'amadouer ? Est-ce qu'il faut le tuer ? Ou bien faut-il prendre conscience que nous sommes seuls, face à nous-mêmes, et prendre ce loup pour ce qu'il est, un homme fragile qui ignore sa force vitale en se concentrant sur une foi qui pourrait soulever des montagnes, qui n'ont accouché que de petites souris grignoteuses et gourmandes.
cette force, cette énergie qui peut faire changer le monde existe. Elle n'est ni dans le pétrole, ni dans le gaz. Elle est en chacun de nous, en chacune de nous. Il nous suffit d'un léger coup d'œil dans ce miroir brisé pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Oublions les obligations imposées, oublions les reproches que nous nous faisons. Les clés de notre liberté sont entre nos mains, pas dans celles de cet étranger mythique, qu'il soit général, colonel, simple d'esprit, quidam, écervelé ou imam. Merci. ألا يا نسيم الريح بلغ مها نجدي